Hier, le général Valsero, sur sa page Facebook, a fait une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de la personne du professeur Calvin Abba Oyono. Le général Valsero s'est exprimé avec des mots qui étaient les siens. Le général Valsero a dit exactement ce qu'il pensait du professeur Calvin Abba Oyono, qui, souvenez-vous, sur le fait, a été arrêté au lendemain de l'élection volée de 2025 et surtout de la victoire de Issa Tchiroma Bakari, volée par le régime, par Paul Biya lui-même. Djokam Tchameni arrêté, Anissé Ekane arrêté, Parfum Boum arrêté, et au moment où nous parlons, le fait est clair, Anissé Ekane a été tué en détention, Djokam Tchameni a été envoyé en prison avec des raisons factices qui n'ont rien à voir avec la réalité, montées par la Direction générale du renseignement extérieur, la gendarmerie nationale, Paul Atangandji, Mvondo Ayolo et Ngongo. Donc, pour tout ce qu'ils ont mis en place pour trouver le moyen d'interpeller Djokam Tchameni et de lui coller des faits d'accusation qui soient infondés, mais surtout fausses dans tout l'ensemble. Alors, ne donnons pas l'occasion à un quelconque avocat, à un quelconque journaliste de faire cette vérification au gré de ce que la mort pourrait s'en suivre. Aujourd'hui, il est en prison. Anissé Ekane a été mort, a été tué. Parfum Voum également est en prison. Et il faut bien sûr le rappeler, lui qui était déjà sur le viseur de ce régime, pour avoir dit que la brigade anti-Sardina était une chance pour le Cameroun, parce que tout au moins, les Camerounais incapables de s'indigner ou de s'exprimer au Cameroun, la brigade anti-Sardina, faut-il le rappeler, une organisation camerounaise bien établie sur le continent européen qui s'en prend très souvent à des hauts commis de l'État, à des ministres, à des personnes qui sont des jouisseurs invertérés de ce régime et qui très souvent viennent jouir dans la diaspora. Donc, cette organisation a choisi de s'attaquer frontalement à ces derniers. Et il y a également bon nombre de Camerounais, je parle ici de 2500 personnes qui ont été arrêtées. Même si aujourd'hui on donne un chiffre qui serait dans l'ordre de 1900, on a envie de se demander qu'est-ce que font 1900 personnes dans une prison ou dans des prisons au Cameroun. Le général Valsero hier, sur le fait le plus récent, a donc pris sur lui de faire une capsule dans laquelle il a transmis un message clair au professeur Calvin Abba Oyono. Et la position du général Valsero a été longuement commentée de la journée d'hier et même jusqu'à ce matin. Des Camerounais n'arrêtent pas de lui rappeler que c'était une boude de sa part qui n'avait pas lieu d'être, mais surtout un positionnement qui n'était pas, on va dire, au bon endroit. Mais seulement, je voudrais que l'on aille plus loin dans la réflexion. Élevons un peu au niveau de l'analyse. Valsero a posé un ensemble de questions hier. En ce qui me concerne personnellement, des choses ont été dites sur le professeur Calvin Abba Oyono, en ce sens que on lui aurait imposé de signer une lettre qui reconnaîtrait dans cette lettre-là que Issa Tchiroma Bakari n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun et que le professeur Calvin Abba Oyono aurait refusé, je dis bien aurait parce que personne n'était là pour vérifier la véracité de cette information, il aurait donc refusé en disant que s'il est vrai, s'il faut le signer, il vaudrait mieux qu'il en meure. Quelques jours après, face au fait qu'il n'y avait pas d'éléments probants, face au fait qu'on n'ait pas mis à ses côtés, effectivement, le fait qu'on a trouvé chez lui des armes à feu, des procès-verbaux, comment je veux dire ça, de l'argent, de la drogue, etc. Alors, le professeur Calvin Abba Oyono est donc libéré. Il est libéré, sans souci. Djokam Tchameni a été enfermé parce que le régime a imposé sur lui des choses qui n'existent pas.
Lorsque, en ma petite personne, le professeur Calvin Abba-Yono est donc libéré, Dieu Kamchameni envoyé en prison, vous avez vu effectivement les analyses qui ont été faites très rapidement sur les réseaux sociaux où des gens ont dit, ben, Dieu Kamchameni envoyé en prison, le message est donc clair, le Bamileke doit aller en prison parce que le Bamileke est un problème pour le petit boulou du régime au pouvoir. Je dis bien le petit boulou du régime. J'insiste bien, le petit boulou du régime. Parce qu'il faut faire la différence entre le petit boulou du régime et le petit boulou qui est en réalité la communauté des bêtis et des boulous. Et Calvin Abba-Yono donc est libéré parce que, selon certaines analyses, il serait effectivement le petit boulou de la communauté dont il ne faudrait pas que l'on porte une accusation quelconque sur les petits boulous du régime. C'est-à-dire que les frères de la communauté leur rappellent demain que vous n'avez pas le droit d'arrêter le professeur Calvin Abba-Yono et de l'enfermer. Vous devriez arrêter plutôt ceux qui sont contre votre pouvoir et ceux qui s'arrangent effectivement à vous empêcher de jouir de ce que vous aviez volé allègrement au vu et au su des Camerounais. C'est des analyses qui ont été faites, hein, et vous n'allez pas demander aux gens de ne pas faire ces analyses-là. Le professeur Calvin Abba-Yono donc est libéré. Dieu Kamchameni est envoyé en prison. Anissé Ekane a été assassiné par la gendarmerie nationale avec le concours de Paul Atanganji, le concours de Paul Biya lui-même, de Ngongo, le colonel Otoulou et bon nombre d'acteurs au sein de la gendarmerie qui ont été au cœur de cet assassinat d'un leader politique et d'un homme politique au Cameroun. Alors, Calvin Abba-Yono, qui faisait partie de ce qu'on appelle l'Union pour le changement et qui a été du combat, il faut le rappeler, ces derniers mois aux côtés des leaders politiques. D'abord, le professeur Maurice Kamto, avec qui il a cheminé et à qui il a apporté tout son soutien, tout son engagement et surtout ce qu'on considérerait aujourd'hui comme sa détermination à lui donner la capacité d'être effectivement ce leader-là qui demain pourrait effectivement faire rayonner les volontés des Camerounais en direction d'une indépendance du Cameroun, en direction de la justice que tout le monde caresse au Cameroun, mais surtout en direction de ce que nous qualifions comme étant une volonté de souverainisme des Camerounais pour leur pays ou dans leur pays aujourd'hui. On a donc le professeur Calvin Abba-Yono fait cette démarche aux côtés du professeur Maurice Kamto et par la suite, le 5 août 2025, le professeur Maurice Kamto a été, c'est de façon outrancière, arbitraire, il a été écarté de la course à l'élection présidentielle au Cameroun, alors investi par le Manidem, entendez le parti politique dont le dirigeant et le président s'appelle le feu Anissé Ekane. Pourquoi est-ce que je veux faire ce petit rappel mémoire? Juste vous dire que l'acteur politique, l'enseignant, le maître à penser, Calvin Abba-Yono, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a été celui qui a commencé à rappeler de façon exacte en tant que publiciste dans le domaine du droit ce que signifiait le code électoral en dessous de la constitution du Cameroun, qui elle aussi, faut-il le rappeler, est en dessous des lois internationales. Je pense bien, si je me trompe, que le narratif, on l'appelle la hiérarchie des normes. Je pense bien que ça se dit comme ça là-bas, dans le jargon juridique. Donc le professeur Calvin a été le premier à revenir nous parler de que vaut le Kitoko devant le Chivas. Ne l'oublions pas, c'était sur les antennes de Vision 4 dans le cadre d'une émission baptisée Club d'élite. Le professeur Calvin Abba-Yono donc est libéré. Et moi je me pose la question, lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On communique. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On prend la parole. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On fait une narration de ce qui s'est passé. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On dit aux Camerounais
que si je me suis engagé, c'était pour les Camerounais. Et j'ai été libéré pour X, Y, Z raisons. Lorsqu'on est aux côtés des amis de lutte, lorsqu'on est aux côtés des gens avec qui on s'est engagé et qu'on a été happé par le régime ou par les forces en place et qu'on soit libéré, la première des choses à faire, c'est de venir rendre compte à l'opinion. Dire à l'opinion, j'ai été libéré parce qu'en fait, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Ce qui permettrait effectivement à l'opinion de te créditer et de te donner une réelle sympathie ou un captage sympathique, traduisant de façon réelle ta capacité à te mobiliser ou à te mettre aux côtés de ce peuple-là pour l'aider à obtenir ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est son indépendance, c'est sa souveraineté, mais surtout imposer au cœur de ce peuple une réelle justice. Je voudrais demander à mes chers compatriotes camerounais, oui, tapons sur le doigt du général Valacero, posons-lui des questions, mais général Valacero, pourquoi tu l'as dit? Est-ce qu'on allait plus loin? Pourquoi le silence du professeur Calvin Abba Oyono? Pourquoi le professeur Calvin Abba Oyono n'a pas pris sur lui de communiquer et de dire aux Camerounais avec exactitude les raisons pour lesquelles il, c'est-à-dire que, ne parle pas? Je voudrais le rappeler, et très honnêtement, il aurait fallu que le professeur Calvin Oyono parle, qu'il se pose des questions, qu'il revienne sur le narratif de l'Union pour le changement, qu'il revienne soutenir ses amis de lutte, qu'il revienne envoyer des ondes positives à M. Ndjekam Tchameni en prison aujourd'hui, mais surtout qu'il revienne pleurer ouvertement et avec les Camerounais le décès et l'assassinat de Anissé Ekane. Ça, c'est comme ça que ma petite personne, moi Michel Ngachou, moi je vois des choses aujourd'hui. Alors, depuis la sortie, la libération du professeur Calvin Abba Oyono, le professeur n'a rien dit jusqu'à présent. Le professeur n'a pas pris sur lui de venir sur la place publique dire aux Camerounais, moi qui militais aux côtés du professeur Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'on puisse l'évincer arbitrairement. Voici ce que je fais comme bilan. Voilà ce que j'en pense. On ne l'a pas entendu. Au cœur de l'Union pour le changement, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Qu'est-ce que nous y avions élaboré? Qu'est-ce que nous avions pensé? Qu'est-ce que nous y avions modelé pour les Camerounais? Il n'a rien dit. Et jusqu'à présent, le professeur Calvin Abba Oyono est donc muet. Comment voulez-vous, mes chers compatriotes, que les Camerounais analysent un tel mutisme de la part d'un leader, de la part d'un enseignant, de la part d'un homme qui a du caractère, de la part d'un modèle de société? Parce que pour moi, il est un modèle de société. Son pédigré, son positionnement et sa capacité effectivement à lutter avec les outils de son temps pour un peuple qui a été embrigadé, mais surtout tenu en otage par un régime reptilien. Moi, je pose la question. Où est passé donc le professeur Calvin Abba Oyono? Moi, je suis surpris que ce matin, d'ailleurs, je ne suis pas très en santé, je me réveille, et je réalise que le général Valacero a pris sur lui, effectivement, de demander des excuses au professeur Calvin Abba Oyono pour l'avoir bousculé un tout petit peu. Et j'ai également suivi la sortie de ma grande sœur, Sandy de Boston, qui, effectivement, s'est levée et qui, d'ailleurs, était la première hier à revenir mettre en cause la position du général Valacero, pardon, excusez-moi, qui, effectivement, relance naturellement le débat profond de qui nous sommes dans ce combat. Je voudrais employer une expression du général Valacero ce matin, et qui dit, enfin, je vais le paraphraser, hein, avant d'arriver dans le combat, il a rencontré des gens qui étaient déjà dans le combat, et il avançait avec ce combat. Et entre-temps, des gens se sont joints à lui dans ce combat, et ils avancent avec le combat. Il a ses armes, il a ses outils, il a ses méthodes qui peuvent ne pas plaire, qui peuvent choquer, mais il a été d'une humilité de revenir avec des mots qui soient les siens, présenter ses excuses au professeur Calvin Abba Oyono. Mais ces excuses-là, général Valacero, est-ce que tu les présentes parce qu'il y a une réponse réelle au questionnement que tu as posé sur la table hier?
Est-ce que tu t'excuses parce qu'en fait, tu as senti qu'il risque d'y avoir des fractures au sein, bien évidemment, des lignes de combat que beaucoup de Camerounais ont tracées aujourd'hui? Est-ce que tu t'excuses pour la moralité de l'ensemble des Camerounais qui ne devraient pas, en fait, se perdre en conjecture dans la démarche, dans la dynamique que nous souhaitons ensemble? Est-ce que tu t'excuses pour bâtir en même temps auprès des Camerounais ce que j'appellerais le bon sens? Savoir également dire aux uns aux autres, il y a une place pour les aînés, et il y a une place pour les cadets. Je veux dire ensemble que ce que tu as fait était très bien, mais moi, en ce qui me concerne personnellement, je me joins un tout petit peu à ta déclaration et je me pose des questions. Pourquoi le professeur Calvin Abba-Oyono est-il silencieux? Va-t-il nous dire exactement qu'il n'a jamais été approché par un média, un journaliste? Va-t-il nous dire exactement que Facebook n'existe pas, où il pourra prendre la parole comme nous le faisons au quotidien pour s'expliquer? Va-t-il le dire avec exactitude qu'il n'a pas un compte TikTok, que des compatriotes camerounais ne peuvent pas le convier sur TikTok, où il pourrait avoir une certaine capacité à s'expliquer en longueur. Vraiment, il a tout le temps où il n'y a pas d'orientation, où il n'y a pas de calibrage de temps sur les questions politiques actuelles. À côté de ça, je voudrais qu'on soit d'accord. Autant nous tous nous aimons le professeur Calvin Abba-Oyono, autant nous tous nous posons des questions sur son mutisme, autant nous tous nous demandons, est-ce le même enseignant? Est-ce le même aîné? Est-ce le même papa? Est-ce le même guide qui s'est présenté à nous il y a quelque temps? Bonjour à mon frère Charles Amel Mbachou qui passe par là et qui me regarde ce matin. Donc le professeur Calvin Abba-Oyono, pour moi, c'est un problème. C'est un gros problème. Le silence, pour moi, est inacceptable. Lorsqu'on a été dans une prison, lorsqu'on a été enlevé par une milice, dans un système, dans un pouvoir, on reprend ses marques, on sort, on rend compte au peuple. On sort, on s'exprime et on parle au peuple. On sort, on donne des avis et on donne une ligne ou une conduite au peuple. Parce qu'on ne combat pas pour soi, on combat pour le peuple. On combat parce qu'on a pris conscience de ce que ce peuple représente aujourd'hui. On combat parce qu'on a pris conscience de ce qu'on a fait de notre peuple. On combat parce qu'en réalité, on a pris conscience de ce que les douleurs du peuple sont partagées par nous-mêmes qui faisons partie intégrante du peuple. Donc on ne saurait me dire aujourd'hui, pour ma très petite intelligence, qu'on a été enlevé par une milice, on a été mis dans une prison, et il y a eu des revendications des étudiants qui demandaient qu'on puisse libérer le professeur Calvin Abba-Oyono, qui a été libéré, et que le professeur Calvin Abba-Oyono, en ce qui me concerne, moi personnellement, Michel Ngachou, n'ait pas choisi de prendre une posture raisonnée et raisonnable sur la place publique pour s'exprimer, pour dire aux Camerounais ce qui s'est passé et quelle est effectivement la dynamique qui l'interpelle, qui l'encadre, c'est-à-dire qui l'anime et quel regard il porte sur ses amis de lutte aujourd'hui, parmi lesquels Anissé Ekane mort, dont les images sont encore là. Et la douleur est encore vivante aujourd'hui. La blessure, la plaie est béante, quoi qu'il en soit. Donc moi, je voudrais qu'on soit très clair. Lorsque l'on prend la peine de dire qu'on se met derrière le peuple camerounais, effectivement, ou le peuple de son pays, effectivement, on s'engage à communiquer. Et c'est ce que je vais vous dire, mes chers compatriotes. Je l'ai toujours dit, et je ne cache pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Le problème du Cameroun, c'est la capacité à ne pas communiquer. Ou c'est l'incapacité de la communication. Les gens au Cameroun, parce qu'ils ont la malchance d'avoir la tête de ce pays, un malchanceux, un poisseux, un cancéreux, un tuberculeux en réalité, un lépreux du point de vue politique,
un voleur, un menteur, un truand ont réalisé fondamentalement que je ne communique pas. Parce qu'en fait, l'exemple ne vient pas d'en haut. Mais l'exemple ne peut pas venir d'en haut parce que celui qui a est un bandit, c'est un voleur. Il ne peut pas parler, il ne peut pas ouvrir la bouche, il ne peut pas s'exprimer. Mais toi qui es un enseignant de droit, je ne sais pas si c'est public ou si c'est, je ne sais pas, un enseignant de droit. Toi qui as été du côté des Camerounais, toi qui as dit que tu prenais l'engagement pour les Camerounais, toi qui as dit que tu luttais pour les Camerounais, toi qui as dit que tu te mettais aux côtés de tes amis de lutte pour qu'on puisse porter un idéal de combat pour les Camerounais, comment tu peux expliquer aujourd'hui, cher papa, cher aîné, cher grand frère, que tu sortes de la prison et que tu ne dises mot? Qui ne dit mot consent? Et tu le sais très bien. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que laisser passer le temps sans rien dire, sans prendre la parole sur la place publique, sans venir dans une télévision camerounaise, malgré que ce soit tout à la solde du régime au pouvoir, et te dire même d'accord, la télévision peut être à la solde du régime au pouvoir, je vais prendre Facebook et m'exprimer sur une page Facebook, comme le font les Camerounais, mais c'est quand même grave, à mon avis. Parce qu'en réalité, ce mutisme-là donne libre cours à toute interprétation. Est-ce que réellement il était avec le peuple camerounais? Est-ce que réellement il ne venait pas rechercher un certain positionnement? Parce que d'aucuns pensent qu'il a toujours été mis un peu de côté par le clan au pouvoir de ses frères Boulou. Excusez-moi de dire des choses pareilles. Je ne reprends que ces analyses-là. Et que quelques fonds-là soient mis de côté et que de façon réelle, il faut qu'il agite ses frères Boulou pour que ses frères Boulou puissent lui donner sa part. Mais que ça vous plaise ou non, des gens vont aller dans tous les sens et dans toutes les analyses possibles et vont tout penser et vont tout dire, même ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une faute à communiquer. Communiquer, savoir communiquer, quoi dire et dans un timing bien précis, bien concis, même bien conçu pour le bien des Camerounais. Je voudrais donc dire, et très honnêtement, le général Valsero a fait sa sortie, il s'est excusé, et il a, par cette déclaration faite ce matin, il nous a enseigné effectivement ce que c'est que les excuses, la moralité, le bon sens, les bonnes manières, même lorsqu'on a égratigné son aîné, que l'on vienne faire mea culpa, ça, ce sont les valeurs que nous connaissons et celles que nous voulons toujours mettre en avant. Mais on ne me demandera pas que moi, Michel Ngachuki, insulte Paul Biya, je vais m'excuser. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Sauf si, je ne sais pas, ça n'arrivera jamais. Parce que même si je le dis de bouche, mon cœur ne va pas l'accepter. Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est la vermine qui a détruit ce pays. C'est la catastrophe que ce pays a connue depuis 1982. Il dit que même si je le dis, ce ne sera pas de gaieté. C'est-à-dire que ce ne sera pas au fond de mon cœur. Parce qu'il faut apprendre à être vrai. Il faut apprendre à être juste. Il faut apprendre à être honnête. Et il faut apprendre à rester objectif. Maintenant, à nos amis de lutte, après avoir vidé ce premier élément, moi je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans le combat. Je vais demander aux Camerounais qui me suivent, si vous estimez que ce que je dis est important, faites circuler ce message. Si vous estimez que ce que je vais dire ici est important, faites circuler ce message. Avant de rentrer dans le combat, il faut effectivement revenir sur les combattants. Pourquoi suis-je combattant ou combattant? Qu'est-ce que je combats? Avec qui je combats? Comment je combats?
Quelles sont les armes que je tiens dans ce combat? Quel est le terrain sur lequel je m'appuie pour combattre? J'espère que le message va arriver à tous mes frères combattants de la diaspora, du Cameroun et même d'ailleurs. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes aînés, parce qu'il y a mes aînés parmi vous. Moi, je vais vous poser une question de petit frère que je suis. Faites le bilan. Faites le bilan. Faites le bilan de la mauvaise organisation. Faites le bilan du manque de cohésion. Faites le bilan de la famine. Faites le bilan de la trahison. Faites le bilan de l'ego. Faites le bilan de l'incapacité à tenir et aller plus loin. Faites le bilan de la pression qui se fait sur vous. Faites le bilan. Et maintenant, dans ce bilan, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai apporté au peuple camerounais et qu'est-ce que je vais lui léguer comme valeur? Faites le bilan aujourd'hui. Les combattants, il y a des pères, nos grands frères, qui depuis 20 ans sont dans le combat et ils sont en Europe. Depuis presque 25 ans même. Le code, souvenez-vous encore du code qui était en Europe. Je pense que j'écoutais le code avant 2011. Je crois avant 2011, oui. Ou à partir de 2011. Je rappelle qu'avant avant 2011, il y a eu des Camerounais qui ont laissé leur vie, qui sont dans les diasporas aujourd'hui, qui sont cachés, qui ont même dit qu'ils ne viendront plus au Cameroun. Et qui parfois même maintenant, après qu'il y a eu un moment de calme, ils viennent et ils repartent avant 2011. Il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie en 2008 au Cameroun. Faites le bilan. Jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que j'entends par bilan? Est-ce que tu as été justement dans un combat parce que tu t'es dit, je fais ce combat pour moi, ou pour les autres, ou avec les autres? Qui suis-je dans ce combat? Avec qui je lutte dans ce combat? Comment je m'organise dans ce combat? Quelle est la dynamique que je place dans ce combat? Quelle est la force que j'intègre dans ce combat? Quel est le niveau de l'engagement que je me suis donné dans ce combat? Jusqu'où suis-je capable d'aller dans ce combat? Comment vais-je remporter la victoire dans ce combat? Quelles sont les armes que je tiens dans ce combat? Et je pense honnêtement que les premières armes que nous n'avons pas, c'est qu'on a été dépouillés de l'éducation politique de notre pays. On a été dépouillés de l'éducation historique, l'histoire politique de notre pays. On a été désossés des valeurs de la nation ou nationaliste. On a été autant victimes de la fragilité de nos pères sous Amadou Ahidjo, autant effectivement nous sommes nés sous Paul Biya, nous sommes aussi des victimes de ce qui se passe effectivement sous Paul Biya aujourd'hui. Je le dis et sans embâche, beaucoup de combattants aujourd'hui, ce n'est pas une insulte, sont quasiment dépouillés ou du moins n'ont pas les outils historiques de la lutte. On ne lutte pas juste parce qu'on se dit, bon d'accord, on va renverser Paul Biya. Biya n'est que la face visible de l'iceberg. Et une face qu'on ne voit pas. Il y a une donnée plus difficile qu'on ne voit pas. Ou même encore que certains voient et que d'autres font semblant de ne pas voir. Biya n'est qu'un menu fretin.
Le combat dans lequel on est aujourd'hui est un combat qui se veut profond. Mais en réalité, faire tomber Biya et son régime et sa dictature en place, c'est déjà une victoire en soi parce qu'on va agiter la partie de l'iceberg que l'on ne voit pas. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent, et je le dis très honnêtement, qu'on a un gros problème avec l'éducation. On a un gros problème avec notre histoire. On a un gros problème avec notre démarche. On a un gros problème avec ce que nos pères ont fait. On a un gros problème avec ce que nos aînés ont été. On a un gros problème parce qu'on n'a pas été capable d'archiver, d'enseigner, de restituer de génération en génération ce que nos aînés ont fait, ce que nos pères ont fait. On nous a complètement mis à l'écart. Et même ceux qui en savent un peu plus aujourd'hui ne prennent pas la peine d'en parler. Même ceux qui connaissent l'histoire ne prennent pas la peine de venir sur la place publique et évoquer des pans de l'histoire que nous ne connaissons pas en vue d'éveiller et en vue de réveiller et d'éveiller les Camerounais. Et ça, personnellement, je suis dans cette configuration où je dis, je reconnais que les historiens du Cameroun sont du grand n'importe quoi. Je parle ici des enseignants d'histoire au Cameroun. C'est du n'importe quoi. Parce qu'ils sont incapables aujourd'hui de dire, bon d'accord, en dehors de l'amphi, j'ai Facebook, j'ai une page Facebook, j'ai un compte TikTok, je ne sais pas trop quoi. Je prends la peine, je m'exprime sur les réseaux sociaux et j'enseigne à mon pays ce que j'ai eu comme connaissance dans mes thèses d'histoire, etc., etc. Et je parviens à redonner à ma nation, à mon pays, à mon peuple, à mes compatriotes, ce qu'ils ne savent pas, ou ce que je connais, ou ce que j'ai appris, ou ce que j'ai fait comme recherche. Je viens débattre, je viens exposer, je viens discuter, je viens leur dire. Il y a un gros problème d'éducation. Et le rôle effectivement que jouent les enseignants d'histoire aujourd'hui au Cameroun, qui pour moi sont dans une quête de mangeoire, qui sont des affamés, qui sont des personnes sans foi ni loi, aujourd'hui parce qu'ils ont choisi d'être des enseignants ou des docteurs ou des enseignants d'histoire, juste parce qu'on voudrait avoir des bonnes grâces du recteur, du ministère de l'enseignement supérieur, ou espérer je ne sais trop quoi, c'est du grand n'importe quoi. Les enseignants, effectivement, ont failli là-dessus. Et au-delà de l'enseignement qui a failli là-dessus, la recherche aussi a failli énormément. Même les chercheurs sont incapables aujourd'hui de s'exprimer. C'est-à-dire, vous imaginez, moi j'ai bientôt 40 ans, une certaine jeunesse camerounaise est incapable de dire aujourd'hui, je suis allé à l'école, j'ai fait des études en histoire et sur l'histoire politique du Cameroun, je viens discuter de la profondeur des faits politiques de mon pays, le Cameroun, avec mes compatriotes. Vous vous demandez, avec quel peuple vivons-nous? Avec quel modèle d'homme? Quel type de citoyen? Quel type de personne aurait été, on va dire, pensé et structuré par un État? Parlons bien sûr de l'État du Cameroun aujourd'hui. La recherche, quant à elle, il faut toujours le rappeler aux Camerounais, la recherche est entre autres financée par la France. La France ne veut pas, et je le dis ici, en regardant des chercheurs camerounais qu'ils savent qu'il y a des travaux de recherche qui, à un moment donné, ont d'abord été envoyés à l'Élysée, ou en France, ou à Paris, afin d'être validés par le maître esclave européen ou occidental, français, avant d'en faire une affaire sérieuse pour les Camerounais. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on s'arrange à ce que tout ce qui est comme travaux de recherche soit d'abord validé par la France avant qu'on ne puisse le retrocéder aux Camerounais. Parce qu'un Camerounais peut faire une recherche qui soit d'une puissance extraordinaire, soit on l'efface, soit on l'élimine, soit on lui rappelle qu'il n'a pas suffisamment fait, ou alors on achète ses travaux de recherche. Excusez-moi.
À côté effectivement de cette question que j'évoque, pardon, il y a une chose qui est claire. Les chercheurs ont échoué, les enseignants ont échoué, le manuel scolaire n'est pas adéquat, l'enseignement n'est pas qualitatif au Cameroun et par ricochet, la jeunesse camerounaise ne peut pas naître et grandir avec sa propre histoire. Tout ceci est dépouillé par le régime en place qui a pris fait et cause de soutenir la volonté française, la volonté impérialiste, la volonté néocoloniale au Cameroun et qui n'a pour mission que de faire tout ce qu'il peut faire pour détruire le reste de ce qu'il y a encore au Cameroun. Comme peuple, comme être humain. Tout faire pour davantage vous esclavagiser, tout faire pour davantage vous tenir en otage, tout faire pour que vous ne soyez jamais capable de vous lever après que vous vous soyez réveillé et de vous éveiller après que vous ayez compris la profondeur de ce dans quoi vous êtes impliqué aujourd'hui. Il y a également un facteur, c'est la dynamique dans les formations politiques au Cameroun. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais et j'aime toujours le dire, le drame en politique au Cameroun, c'est la faute d'une communication juste, bien pensée, bien structurée, bien organisée et bien calibrée. Le drame en même temps, c'est que les formations politiques au Cameroun naissent d'un simple fait. Les formations politiques sont automatiquement adossées à la volonté du régime en place qui voudrait que toutes les formations politiques aient une dette vis-à-vis du régime en place, mais surtout que ces formations politiques soient contrôlées par le régime qui devrait en réalité laisser croire au peuple camerounais que nous sommes dans une démocratie, pourtant nous ne sommes pas en démocratie, en vue de venir à chaque fois légitimer le comportement pernicieux d'un autre parti politique, fut-il le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui depuis 75 ans est aux affaires au Cameroun, et j'aime à le rappeler, partant du bloc démocratique camerounais de Louis-Paul Odjoula, on est parti avec un parti satellite né de ce BDC qu'on a appelé l'Union camerounaise. Et de l'Union camerounaise, on est parti à l'UNC. Et de l'UNC, on est tombé dans le RDPC aujourd'hui. Et nous le disons depuis de longues semaines et beaucoup ne nous entendent pas. Merci beaucoup, Charles Hamel. Charles Hamel me pose une question. Que sont devenus les lieux de mémoire, mon frère? C'est bien dommage. C'est bien dommage aujourd'hui. Et d'ailleurs, la question que Charles Hamel pose est extrêmement intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on est capable justement de dire que nous avons en place des bibliothèques, des lieux de mémoire, effectivement? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'éducation qu'on porte autour de ces lieux de mémoire? Je prends des Kassam. J'ai souvent entendu que Fumban a été la ville choisie pour la réunification. Et que même d'ailleurs le siège sur lequel le feu président Amadou Ahidjo s'est assis, Djongo Fondia, etc., les sièges sont encore là. La salle dans laquelle ils se sont assis, où ils ont siégé pour penser le Cameroun d'aujourd'hui. Je me demande, qu'est-ce que l'on fait avec les médias camerounais, avec des journalistes camerounais, dans la quête, je vais dire, dans un travail de... C'est-à-dire que dans une quête justement d'information pour mettre en place des documentaires en vue de mieux enseigner les Camerounais. Moi, je pense qu'on a tous fauté quelque part. On a tous fauté quelque part. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que
en dehors de ces lieux de mémoire, Charles Hamel, parce que je pense que ces lieux de mémoire ne peuvent être remis sur la sellette que par le travail des chercheurs, le travail des enseignants, mais surtout des journalistes que nous sommes par ailleurs.